chers amis, secrétaire national technique, chers amis des médias, toutes les personnes qui nous suivent depuis leurs différentes localisations. Indépendamment de ce que je peux ressentir, quand il y a des faits, vous dire merci. Merci de votre disponibilité. Merci de répondre toujours à nos invitations. Tout à l'heure, le modérateur devait voir la partie. Les circonstances nous imposent à la fois notre progrès et la solidarité avec laquelle nous avons prononcé cette fonction. D'habitude, nous avons le soin de commenter les propos du ministère. Nous les commentons intégralement. Parce que déterminer tous les jours, en ce qui concerne les droits de l'homme. Pas plus tard, hier, oui, un pauvre petit suiveur activiste, inconnu, qui a été arrêté. Et les arguments qui sont mis pour ce sont qu'il n'y a pas de provocation du mal, on ne sait même pas pourquoi il est arrêté. Mais les éléments qu'on a mis à notre constitution, c'est-à-dire une vidéo dans laquelle il appelle les Ivoiriens à sortir de façon pacifique, portant les drapeaux et la Côte d'Ivoire, pour aller le 10 s'asseoir dans les maquis pour écouter les délibérations du Conseil constitutionnel. Si telle est l'information qu'on nous donne est vraie, est-ce que ce serait suffisant pour interpeller ce jeune homme-là de ces conditions? On ne peut pas continuer de martyriser le peuple. On ne peut pas continuer de vouloir faire taire tout le monde. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans la mythologie grecque les dinosaures. C'est-à-dire le dieu du vin, de paix et de la joie. Il n'est vu que les différents dont le mot dit, il faut toujours chanter la gloire. Quand on ne chante pas la gloire, on se fâche. On ne peut pas continuer dans le on ne peut pas continuer. On ne peut pas pouvoir arrêter tous les Ivoiriens qui ne sont pas contents. C'est pratiquement toute la moitié de la Côte d'Ivoire. Au moins, vous n'avez pas de solution à leur apporter. Laissez-les au moins exprimer leur désaccord. C'est le fondement de la République et de la démocratie. Le président Laurent Gbagbo dit ceci: il n'y aurait pas de démocratie si tout le monde était d'accord. La base fondamentale de la démocratie, c'est le désaccord. Je vais même plus loin, la République est fondée sur le principe du désaccord. C'est pourquoi on parle de contrat social. On est totalement d'accord. Donc nous dénonçons cette arrestation qui dénonce l'état d'esprit dans lequel nous trouvons. Après Ghana Koulibaly, après quel autre libéral activiste, mais laissez les gens s'exprimer dans ce pays. C'est leur droit. C'est leur droit et c'est constitutionnel. Chers amis, nous avons appelé pour vous délivrer la position de PPACI sur les candidatures à l'élection présidentielle. Position que nous avons exprimée par écrit au Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, je vais lire intégralement le texte parce que le moment l'impose.
La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins, une fois encore, à la veille d'une autre élection présidentielle. Comme à son habitude, notre pays confie tous les vieux du monde, dont il a du mal à se débarrasser, à perturber la paix sociale pendant la période électorale qui suit. L'inquiétude gagne tout le monde. Et cela relève bon sens. Toute personne dotée d'un minimum de conscience ne peut garder la quiétude devant la volonté résolue du RHDP et de son président de réunir toutes les conditions d'une déflagration sociale dans l'unique but de conserver vaille que vaille, quel qu'en soit le prix pour nos concitoyens et la sous-région du pouvoir de l'État. Le PPAC et son président, son excellent leader Laurent Gbagbo, qui refuse de se rendre complice de quelque manière que ce soit de cette entreprise périlleuse, n'ont eu de cesse d'interpeller le gouvernement et les chefs de l'État sur la nécessité de créer les conditions d'une élection paisible parce que bénéficiant de toutes les caractéristiques d'une élection démocratique qui exclut l'arbitraire. À ce effet, notre parti s'est prêté à tous les exercices qui sont de nature à prévenir le retour vers un passé sombre très récent de l'histoire de notre pays. Pour rappel, sur instruction de son président, notre parti a participé activement à la 5e phase du dialogue politique, dont les résolutions étaient censées raffermir la réconciliation nationale en évacuant toutes les questions qui sont potentiellement porteuses du jeune conflictuel. Lorsque le PPAC a relevé que des recommandations importantes de ce dialogue n'avaient pas été implémentées par le gouvernement, il a pris l'initiative de relancer le dialogue en adressant le 15 mars 2024 un courrier au Premier ministre, chef du gouvernement. Dans ce courrier, le PPAC sollicitait une audience auprès du Premier ministre à l'effet de lui soumettre de richesse la question de l'inflexion du nom de son excellent président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. N'ayant reçu aucune réponse de ce premier courrier, notre parti a adressé au Premier ministre un second courrier de relance le 12 avril 2024. Jusqu'à ce jour, le PPAC n'a reçu la moindre réponse du chef du gouvernement. Même pas à courtoisie, comme cela se fait dans une administration qui se répète. Parce que dans un État, quand un citoyen vous écrit, quelle que soit la hauteur de votre fonction, dans une république, vous avez le devoir de répondre. C'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Même pas un courrier d'accusé de réception. Fidèle à la ligne politique de son fondateur, et malgré le mépris intolérable que le gouvernement affiche à notre endroit, notre parti continue toujours de privilégier la recherche permanente des solutions pacifiques aux problèmes politiques. C'est dans cette logique que le PPAC a déposé le dimanche 31 août ses observations écrites au Conseil constitutionnel relativement à l'élection présidentielle. Ces observations portent essentiellement sur deux points. L'illégalité de la candidature de M. Ouattara, Alassane, président de la République sortante pour un 4e mandat. Deuxième point, la légalité irréprochable de la candidature du président Laurent Gbagbo. De l'illégalité de la candidature du président sortant.
Ce sont les arguments que nous tirons, tout notre argumentaire repose sur le droit. On termine le Conseil constitutionnel en s'appuyant sur les éléments de droit. Et ce sont ces éléments de droit que nous allons révéler. Ils sont non attaquables. Selon les articles 55 et 183 de la Constitution, notre position, la position que tu as saisie, repose essentiellement sur deux articles, qui sont les articles 55 et 183 de la Constitution. Pour mémoire, la Constitution ivoirienne dispose en son article 55, alinéa 1er, que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. L'article 183, quant à lui, énonce clairement ce qu'on appelle les dispositions finales de chaque loi ou transitoire, que la législation actuelle en vigueur, c'est-à-dire au moment où on prenait la Constitution de 2016, la législation actuelle en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Or, il est constant en la matière de l'élection du président de la République, la Constitution de 2000, qui était en vigueur au moment de l'avènement de l'actuelle Constitution 2016, disposait en son article 35 alinéa 1er que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, il n'est rééligible qu'une seule fois. L'on relève donc une identité parfaite entre l'article 35 de la Constitution de 2000 et l'article 57 du 7 de 2016, tant au niveau des modalités de scrutin universel direct, que de la durée du mandat 5 ans. Il n'y a donc pas de conflit entre les deux constitutions en cette matière. Or, au moment où la première constitution était adoptée, M. Ouattara était déjà en cours d'un deuxième mandat. Ce deuxième mandat était le dernier au terme de l'article 35 de la Constitution de 2000, dont les effets sont prolongés par l'article 55 de la Constitution 2016, en ce qu'il n'y a pas de conflit entre les deux dispositions constitutionnelles. Dès lors, M. Ouattara ne peut pas revendiquer le bénéfice d'une disposition de la Constitution de 2016 qui lui serait favorable par rapport à celle de 2000 pour briguer un autre mandat au-delà du second mandat qui a pris fin en 2020. J'explique ça de façon telle à telle, deux textes qui sont tout complètes. Lorsqu'on élabore une loi, on tient compte de l'existant. Et on dit, toujours vers la fin, nous avons des dispositions pour régler un certain nombre de situations. Évidemment, ce sont l'appel des décisions finales ou transitoires. Et ici, la loi a dit, en son constitution, en son mode 183, 183, que la nouvelle constitution, les anciennes dispositions, donc l'état est court, qui régit les situations en cours, restent valables, tant que ces dispositions ne sont pas en conflit avec les nouvelles dispositions. Or, nous avons lu les deux articles, les mêmes à interpréter, puisqu'ils sont écrits de la même façon, avec les mêmes virgules. Donc, le scrutin par lequel les modalités du scrutin, la forme du scrutin par lequel a été élu M. Ouattara n'a pas changé. Le mandat n'a pas changé. Donc, il n'y a aucun conflit entre les deux. Donc, on ne peut revendiquer, à la limite, si la nouvelle loi donnait un bénéfice
plus grand, comme M. Ouattara, que de l'ancienne loi, on aurait compris qu'il puisse en revendiquer les bénéfices. Mais les deux textes sont suffisants. Donc, il n'y a aucune raison de nous parler d'une multitude de mandats. Il en va de même de l'argument totalement inopérant d'un quatrième mandat, justifié par un troisième que nous aurait concédé le Conseil constitutionnel. En effet, le cumul de deux légalités ne confère nullement la légalité. Ce n'est pas parce que tu es dans l'illégalité que tu cumules la l'illégalité, que les deux légalités donnent quelque chose de la légalité. Un mois, ça fait 2 mois, ça fait 1 mois. Ça nous appelle ça, et ça m'a passé. On ne peut pas, sinon autrement, il n'y aurait pas la récidive. Or, chaque tentative, la deuxième tentative de contrôler une loi, se nomme la récidive. Il n'y a plus une loi avec récidive. Or, la récidive ne confère nullement la légalité. Au contraire, elle renforce la faute. Donc, le PPACI, la candidature du président Ouattara est absolument illégale. Juste pour rappeler qu'en 2010, M. Ouattara avait été candidat à titre exceptionnel pour une seule candidature. Le président Laurent Gbagbo avait pris une mesure constitutionnelle exceptionnelle, l'article 48, pour contourner l'insurmontable obstacle constitutionnel qui empêchait M. Ouattara d'être éligible. C'était le gain de la rébellion. Donc, le chef de l'État actuel a été autorisé de façon exceptionnelle à être candidat en 2000. Et cette question, d'ailleurs, va être le point d'achoppement entre lui et le président du Conseil constitutionnel d'alors, le professeur Baudier, qui exprime de façon claire dans son livre Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel 2010-2015, et quand vous pouvez visualiser à la page 123 et 124, vous allez voir que le point d'achoppement, parce que Baudier, pour ceux qui le connaissent, on peut toujours le cocher, c'est vrai, mais peut-être nous, au moins, on devait le connaître et mettre une lumière pour nous. Et il a clairement dit, je ne peux pas, président, si vous ne changez pas la Constitution, je ne peux pas vous autoriser à concourir. C'est lui qui dit dans son livre. Donc, le président du Conseil constitutionnel, déjà en 2015, entrevoyait l'incapacité du Ouattara à dédier une autre candidature en 2020. En 2015, oui, 2015, en 2015, sans les révisions de la Constitution. Mais en 2015, quand M. Baudier a été contraint à la démission, le nouveau président du Conseil constitutionnel, René Mamadou, il est arrivé, il faut les dire les choses. Ça aussi, ça passe comme nous déjà. Il est arrivé dans les arcanes du pouvoir par le bénéfice de la rébellion. Donc, paradoxalement, c'est à quelqu'un qui a combattu l'ordre constitutionnel de la Côte d'Ivoire, à qui on a donné le droit, le pouvoir de veiller à la Constitution. Quel paradoxe. Quel paradoxe.
Alors il avait été jugé, lui, que la candidature du président Ouattara en 2015 était une candidature dérivée. C'est-à-dire tout simplement, je ne regarde pas la Constitution comme vous êtes président, par dérivation vous pouvez être candidat. Voilà. Bien que cette candidature viole et la Constitution est une décision de la Cour suprême qui avait été prononcée en son temps lorsque la Cour suprême était présidée par le magistrat Tchafou. En 2020, le candidat de RADP a fait un passage en force au prix de plusieurs pertes en vie humaine, dont certaines étaient franchement horribles et indignes de notre pays. Fort de ce succès, il entend utiliser le même mode opératoire pour un quatrième mandat. Le PPACI s'oppose et s'opposera par tous les moyens légaux et pacifiques à ce quatrième mandat. Pour ce faire, il attire l'attention du Conseil constitutionnel sur sa responsabilité devant l'histoire. Car tout pouvoir passe, mais rarement avec toutes les personnes qui l'ont animé. Tout pouvoir passe, mais rarement avec toutes les personnes qui l'ont animé. Il est donc de sa responsabilité, donc je parle du Conseil constitutionnel, d'éviter à la Côte d'Ivoire une autre page sombre de son histoire à cause d'une élection. Surtout qu'en l'occurrence, à la circonstance, le RHDP et son président demandent une capitulation pure et simple de ses principaux adversaires, dont le président Laurent Gbagbo. Le PPA s'y oppose et l'a signifié au Conseil constitutionnel avec des arguments de droit. C'est là le deuxième point, la candidature légale du président Laurent Gbagbo. Le PPACI a dûment investi le président Laurent Gbagbo pour être son candidat à l'élection présidentielle en 2025. Cette investiture a eu lieu pendant la convention du parti convoquée le 10 mai 2024. En application de cette résolution de la convention, la candidature du président Laurent Gbagbo a été déposée à la CEI le lundi 25 août 2025, soit un jour avant l'expiration du délai de candidature, de dépôt de candidature annoncé par la CEI. Depuis lors, l'on entend ici et là divers commentaires sur la légalité de cette candidature. Certains esprits malsains la qualifient même de défiance vis-à-vis des institutions de l'État. En réponse, le PPACI tient à faire les précisions suivantes. Aussi bien en ce qui concerne la légalité de la candidature du président Laurent Gbagbo que de sa portée politique. En ce qui concerne la légalité de la candidature du PPACI, du candidat du PPACI, les arguments de droit solides qui soutiennent celle-ci tiennent pour l'essentiel des dispositions de la Constitution et les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles, il convient de se référer encore à l'article 55 de la Constitution. Cet article énumère en son alinéa 3 les conditions requises pour être candidat. Il est ainsi inscrit ou écrit que le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Article 55 alinéa 3. Nous allons prendre ces conditions pour pouvoir être le président de notre groupe de l'enquête. Nous rappelons que la Constitution est la norme suprême dans l'Union. C'est la fondation de la République, de l'État. Donc,
aucune disposition infraconstitutionnelle ne peut venir contredire ou prendre à défaut les dispositions d'une constitution. Cette précision est vitale. Le président Laurent Gbagbo est né en 1945. Tous ceux qui savent faire les calculs savent qu'il n'est pas 35 ans. Donc, il remplit la condition liée à l'âge. Même si vous faites la soustraction, vous n'aurez pas 105 ans. Le président Laurent Gbagbo jouit de l'entièreté de ses droits civils et politiques. Je répète, je l'ai déjà dit ici, le président Laurent Gbagbo jouit de l'entièreté de ses droits civils et politiques. Aucun acte ou décision judiciaire portant déchéance de ses droits civils et politiques ne lui a été, il n'y a jamais été tout. La décision qui circule dans les réseaux sociaux, mais qui n'a jamais été adressée, signifiée à l'intéressé lui-même, sur rapportant à cette soi-disant condamnation, émanant d'une juridiction totalement incompétente, juger le président de la République, quel que soit le statut qu'on lui donnait à ce moment-là, qu'il l'eût considéré comme étant, que cette cour lui considéré comme étant ancien président de la République au moment des faits, ou ancien président, elle n'a respecté aucune des dispositions qui encadrent des poursuites non condamnées. Et cette décision que j'appelle rumeur, parce que vous pouvez question ne n'apportez pas la connaissance de quelqu'un, on va supposer que sur cette décision rumeur, la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on a une décision judiciaire qui relève des rumeurs, et qui porte atteinte au pouvoir de quelqu'un, ne comporte aucune mention relative à une quelconque déchéance de ses droits civiques et politiques. Je rappelle que lorsque le juge prononce une condamnation, il n'est pas obligé de prononcer, même quand la loi le prévoit, de prononcer les déchéances. On appelle les peines complémentaires. Et comme ce sont des peines exceptionnelles, en droit, toute exception s'exprime de façon claire. Donc, sur cette fameuse condamnation qui relève des réseaux sociaux, nulle part le juge n'a prononcé la déchéance des droits civiques et politiques du président Gbagbo. Nulle part. Dès lors, il remplit la deuxième condition fixée par la Constitution, c'est l'accord public du Code de droit. Au demeurant, des actes que le président Gbagbo tous les jours montrent que le gouvernement est conscient qu'il n'a jamais été déchu. Et nous prenons par exemple l'article 8 de la loi 93-668 de 1993 relative au Parlement et au parti et au groupement politique. C'est article dit les membres qu'on appelle et les dirigeants des partis et groupements politiques doivent être des nationalités ivoiriennes et jouir de leurs droits politiques et civils. Le président Laurent Gbagbo est notre président de PPAC. Il agit escalité et est notoirement connu comme tel. Donc, on ne peut pas jouir des droits civiques et politiques pour une situation et en être privé pour une autre.
président Laurent Gbagbo est le président du CAC. Quant aux engagements internationaux, il se rapporte à la dernière note du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui a été signifiée aux autorités ivoiriennes. L'on rappelle que le 21 juillet 2025, le président Laurent Gbagbo a saisi le Comité des droits de l'homme de l'ONU pour contester les actes attentatoires à des droits politiques que le gouvernement pose à son encontre, en se basant notamment sur une prétendue condamnation liée à l'affaire de la BFA. Je voudrais faire un petit commentaire là-dessus, sur l'histoire de la BFA. C'est la dernière fois. Peut-être il y a une seconde, on en a parlé, mais c'est passé, les gens n'ont pas fait attention. Je rappelle que non seulement la BFA, je le sais, c'est jamais porté de plainte, elle n'était pas partie civile, mais mieux, l'année fiscale cette année, la loi de finances de la gestion de cette année, écrit de façon claire et nette que les dépenses engagées pendant cette période-là, de décembre 2010 à mars 2011, sont des dépenses de salaire régulièrement passées et demandent au Trésor de les comptabiliser comme telles. Je vais vous demander que je vais faire. Donc le gouvernement ivoirien reconnaît, affirme solennellement, par un texte de loi, qu'il s'agit de dépenses au budget de l'État. Donc le président Laurent Gbagbo n'a jamais volé. Et quand je me dis, je ne pense que pour moi, monsieur, je n'ai jamais volé. En réponse donc à la requête du président Laurent Gbagbo, le 20 août dernier, le comité a demandé à l'État de garantir l'exercice à l'État ivoirien effectif de ses droits, les droits de Laurent Gbagbo, conformément à l'article 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est constant que les mesures provisoires demandées par le requérant ont été rejetées par le comité. Il n'en dépend pas moins que le comité a expressément demandé à l'État ivoirien de veiller au respect des droits politiques et civils du président Laurent Gbagbo. En d'autres termes, l'État a une obligation de résultat tout en conservant le libre arbitrage des moyens à mettre en œuvre pour arriver à ce résultat qui consiste au respect des droits politiques du président Laurent Gbagbo. Il est de ses droits de participer à l'élection de 2025. Je vais faire un petit commentaire là-dessus, parce que on entend beaucoup de choses. Lorsque nous avons saisi le conseil pour le comité, nous avons demandé quelque chose de façon précise. On a demandé que le président Laurent Gbagbo ses droits ont été fonctionnés de façon constante. Et qu'en ce qui concerne l'élection présidentielle, nous avons demandé un certain nombre de mesures dont son nom, c'est indiqué. Ce qu'on appelle les mesures provisoires. La Cour dit, moi je ne mets même pas dans le comité, dit non, moi je n'ai pas de problème avec ça. Je ne vais pas obliger l'État à choisir à quelle voie il va corriger cette injustice. Moi, mon problème, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, quelles qu'en soient les modalités, mais le résultat doit être le même, préserver les intérêts, les droits politiques du président Laurent Gbagbo. En d'autres termes, la Cour est allée plus loin que nous. C'est vrai qu'elle n'a pas fait d'injonction sur les éléments précis que nous avons demandés. Mais nous, quels qu'en soient ces éléments, l'objectif, c'était d'arriver à ce résultat. Donc, j'entends dire, on a rejeté les mesures provisoires qu'on a demandé. Oui, mais ça ne change rien sur le fond de la décision du comité de droits. Il dit, ok, vous m'avez demandé certaines choses, je ne le fais pas, mais vous, l'État, je vous laisse le libre arbitrage. Faites ce que vous voulez. Mais,
conformément à votre engagement, l'article 25, il faut que vous arriviez à respecter les droits de nos membres. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, c'est une recommandation qui pèse sur l'État de Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il en est conscient, c'est pourquoi son honneur a peut-être sorti de façon populaire là pour dire des choses qui n'ont ni dit que nous faire. Parce que ça, c'est la réalité. En tout état de cause, l'État ivoirien ne peut se soustraire de cette demande du Comité des droits de l'homme sans se mettre au banc de la communauté internationale ni violer la Constitution ivoirienne. Et à ce propos, il faut interroger l'article 123 de la Constitution ivoirienne qui consacre la primauté des accords et traités internationaux sur les lois internes. C'est d'ailleurs l'argument avancé par le Conseil constitutionnel en 2011 pour donner une notion constitutionnelle au pouvoir de Ouattara. Rappelez bien que lorsque le Conseil constitutionnel s'est réuni pour se dédier en violation de la Constitution, l'argument qu'ils ont avancé pour se couvrir dit, comme l'Union africaine avait dit ça, donc, et que ces recommandations sont supraconstitutionnelles, donc elles sont au-dessus des lois ivoiriennes, au-dessus des lois ivoiriennes, nous nous donnons donc le droit de violer l'article 97 qui dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles de tout. Et c'est sur la base d'une recommandation de l'Union africaine que M. Ouattara a eu sa première pension constitutionnelle en violation de la Constitution. Donc la jurisprudence, elle est là. Le Conseil constitutionnel ne peut pas échapper à sa propre jurisprudence. Et donc, que ce soit du point de vue du droit interne que du droit international, la candidature du président Laurent Gbagbo ne souffre d'aucune source. Nulle part on a écrit que pour être le candidat, il faut être le citoyen électoral. La Constitution n'a jamais dit ça. La Constitution n'a jamais dit ça. La Constitution a donné des éléments. Tout au plus, une loi peut venir expliquer, mais elle ne peut pas venir ajouter une charge sur la tête des candidats que la Constitution n'a pas prévue. Et toutes ces dispositions, notamment la note du Comité des droits de l'homme de l'ONU, donne une envergure encore plus importante à la portée politique de la candidature du président Ouattara. Quelle est cette portée politique? L'une des citations les plus connues de celui qui apparaît comme l'un des plus grands défenseurs des droits de l'homme, des droits civiques, Martin Luther King, est la suivante. Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. C'est sur quoi ajoute l'archevêque anglican sud-africain, ajoute que si vous êtes neutre face à l'injustice, vous avez choisi le camp de l'injustice. Donc, devant une situation injuste, il n'y a pas de position de neutralité. Il n'y a pas d'alternative devant une situation injuste. On la combat, on la combat, on la combat de la force. Et tout système politique vicieux repose toujours sur des lois vicieuses. Soit on est subi des lois,
pour les combattre. Il a fallu que Rosa Parks, une dame méconnue en ce moment, que personne ne connaissait, décida de ne pas se lever pour céder sa place à un homme blanc dans le bus. Pourtant, régi par la loi de la ségrégation raciale, parce que les gens pensent que c'était des lois votées par le Parlement américain, qui opérait une distinction selon la race, une distinction des droits selon la race. Et cette dame noire a refusé de se lever. Et son refus a donné un écho plus important à la lutte des droits des Noirs aux États-Unis. L'apartheid aux États-Unis, en Afrique du Sud, elle était fondée sur des lois qui opéraient effectivement une hiérarchie dans la citoyenneté américaine sud-africaine. L'apartheid, ça veut dire le mot bout, qui veut dire tout simplement séparation. Ce sont les résistants. Ce sont les résistants noirs américains et d'autres, pas tous les noirs, mais des noirs sud-africains, et d'autres complètement, les Indiens et d'autres, qui ont combattu ces lois que nous arrivons à faire l'Afrique du Sud. Tout près de nous, on n'en parle pas souvent. La colonisation était aussi fondée sur les lois. Non, d'ailleurs, les lois continuent ici, d'ailleurs, l'immatriculation, l'accaparement des terres. Elle était fondée sur les lois. Il a fallu que les Congolais et autres disent non pour qu'on parle d'indépendance. Chaque fois que l'on refuse l'arbitraire et l'injustice, l'humanité fait un pas de plus vers son idéal. Voilà. Je répète, l'humanité, chaque fois que l'on refuse l'arbitraire et l'injustice, l'humanité fait un pas de plus vers son idéal. Or, le président Laurent Gbagbo est reconnu pour être un combattant inlassable, depuis sa tendre jeunesse, des situations injustes. Son courage et sa détermination ont réouvert l'accès au droit du vote multipartite en Côte d'Ivoire. Lui qui a tout donné pour ce droit fondamental dans une république ne peut accepter d'en être arbitrairement privé. Sa candidature s'inscrit dans la logique de son combat politique, respectueux des valeurs républicaines. Il a essayé toutes les voies du dialogue. Malheureusement, ces îles ont été hermétiquement fermées par le régime, parfois avec un mépris consommé, comme l'ignorance totale accordée à ces deux demandes militantes. En fait, le régime attend de nous, du président Laurent Gbagbo et de nous, une simple capitulation. Avec en prime de capitulation, que le président Laurent Gbagbo reconnaît son état de braqueur de banque. C'est-à-dire qu'on se tait, ils sont forts, nous on se tait, et puis bon, ils font tout ce qu'ils veulent, et puis bon, voilà. Comme ça, c'est qu'ils appellent la paix. Moi, tout le monde appelle, et donc nous, on est voleurs, on a qu'à foutre les voleurs.
le PPAC refuse la capitulation devant la frontière. Le PPACI s'oppose à cette humiliation de son président. S'il est vrai que le président Laurent Gbagbo occupe le poste avant-gardiste, la position avant-gardiste dans ce combat, il n'en demeure pas moins vrai que le combat est l'affaire de toutes et de tous. Le président Laurent Gbagbo a clairement parlé à Port-Louis le 7 juin 2025. Il a surtout parlé le 16 août dernier à Yopougon. Il ne fait donc aucun doute. Le RADP, comptant sur les forces de la République qu'il croit avoir privatisées, veut opérer un partage en force de ses groupes, confirmant ainsi qu'il détient sa légitimité qu'elle est là. Nous devons nous y opposer, sans armes, ni violence, mais avec la détermination qui fait reculer même les montagnes. En utilisant tous les leviers démocratiques qui s'offrent à nous, selon notre constitution. C'est une responsabilité collective qui dépasse la seule personne que nous avons et celle de ceux militants du PPAC. Le régime ne peut ignorer le message envoyé par la marche du 9 août dernier, tout comme celui du meeting du 7 août 2025. Il ne peut continuer de piétiner la constitution ivoirienne. Il ne peut non plus ignorer l'appel de la communauté internationale exprimé par le comité des droits de l'homme de l'ONU. Seule notre motivation, pacifique mais déterminée, doit pouvoir arrêter cette chevauchée solitaire du RADP qui est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Le RADP ne nous laisse aucun autre choix que d'aller au combat politique, à l'affrontement politique. Sauf si le Conseil constitutionnel en décide autrement dans l'intérêt primordial de la nation. Nous avons tout fait pour éviter la confrontation, pour éviter le combat. Mais puisque cette confrontation s'impose à nous, alors menons-la alors au nom de la justice, de la République et de la démocratie. La direction PPACI vous donnera dans les plus brefs délais les mots d'ordre précis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et la préserve de toute forme d'adoration et d'injustice. Merci, mon Dieu. Merci une fois de plus au ministre Kone Katina. Merci aux conférenciers pour ces déclarations claires et engageantes. Nous allons maintenant entamer
la session des questions-réponses. Je rappelle à toutes fins utiles, cette conférence est ouverte à la presse. Pour des raisons de temps, nous limiterons chaque intervention à une seule question. Veuillez également vous présenter sur votre média et à ce micro. Je demande au protocole de passer le micro pour les questions. On commence par une série de 5 questions. Commencez par là, comme ça. Le ministre, très bien, au micro. Voilà. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis David Lydia, journaliste promoteur de la République du Canada d'Ivoire. Bon, j'avais des questions, mais comme le confrère a dit une question, je vais aller sur une question. On accuse dans le PPACI ces derniers temps de ne plus beaucoup aborder la question de la Cour africaine des droits de l'homme, après avoir été, bien sûr, par cette Cour qui dit qu'aucun droit de Laurent Gbagbo n'est violé en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, quel commentaire pouvez-vous faire sur la déclaration de la Cour africaine des droits de l'homme qui est sortie dernièrement, 4 ans après, bien sûr, la première décision? Merci. Je pense que c'est la seule question. J'avais d'autres questions. Voilà. La deuxième question, c'est concernant l'illégalité et l'illégitimité de la candidature d'Alassane Ouattara, dont vous avez parlé. Vous avez, à vous entendre, c'est que même le mandat dans lequel nous sommes actuellement est un mandat illégal. Et pourtant, pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le PPACI, sinon à l'époque, le FPI, avait négocié, sinon avait travaillé avec le gouvernement sur le retour de Laurent Gbagbo. Lorsque lui-même il revient, il va rencontrer Alassane Ouattara. Certains disent qu'il a fait un cadavre devant lui. Aujourd'hui, vous êtes en train d'aller vers les élections avec la seule mise en place par le président de ce mandat. Est-ce qu'il n'y a pas une incongruité un peu dans la démarche de faire? Merci. Allô, je suis Francis Kofi de Live TV. Live TV. Ok, ma question est la suivante. Le candidat Laurent Gbagbo a déposé sa candidature à feuille et le Conseil constitutionnel a pris. Et ils sont pour l'analyser. Tout le monde, tout Ivoirien est conscient qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, sa candidature ne sera pas validée. Et si jamais elle n'est pas validée, qu'est-ce que le PPACI compte faire? On a gardé 10 ans ici. On y va, on y va. On continue sur les questions, s'il vous plaît. On écoute, s'il vous plaît. Je voulais savoir comment est-ce que vous analysez, déjà qu'est-ce que vous savez de l'arrestation de Sidi Ibrahim et comment est-ce que vous analysez cet événement, vous pouvez nous en dire? Monsieur le ministre, bonjour. Yannick Paya pour la voix originale. Dans vos propos liminaires, vous avez déclaré avoir écrit le dimanche 31 août dernier au Conseil constitutionnel pour 2 raisons majeures. Primo, l'illégalité flagrante de la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Secondo, la légalité incontestable de la candidature du président Laurent Gbagbo. Mais, monsieur le ministre, au-delà de ces 2 points que vous soulevez, il existe 2 faits sur lesquels il serait important, il serait peut-être urgent que vous vous prononciez sans détour. Premier fait, lors de la publication de la liste provisoire des candidatures par le Conseil constitutionnel,
une anomalie a sauté aux yeux. Ça concerne la date de naissance du président Laurent Gbagbo. C'est écrit 1er janvier 1945. Or, il est de notoriété publique, et l'histoire l'atteste, que le leader du PPACI est né le 31 mai 1945. En tapant sur Google le moteur de recherche, c'est écrit aussi 31 mai 1945. Ce fait a alimenté une campagne insidieuse parce que des individus sur des plateaux de télévision comme sur les réseaux sociaux ont osé affirmer que les documents déposés par le président Laurent Gbagbo, il était mentionné né vers 1945, ce qui justifiait la mention 010145. Quel est votre commentaire face à cela? Deuxième fait, très rapidement, il s'agissait de la candidate du MGC, Madame Simone Eïvé. Une autre mention interpelle. Sur la liste provisoire du Conseil constitutionnel, il est écrit noir sur blanc. Et je cite, Madame Eïvé Simone, épouse Gbagbo. Il est encore de l'autorité publique que le président Laurent Gbagbo a divorcé de cette dernière le 29 juillet 2023 et s'est remarié le 8 août 2024. Monsieur le ministre, sans détour, votre commentaire. Merci. Ok. Bonjour, monsieur le ministre. C'est le président Soro Diabidja, journaliste à... S'il vous plaît, on écoute. Monsieur le ministre, vous avez dit dans votre propos liminaire que le PPAC se donnera tous les moyens sur les mots pour aller à la confrontation politique. Et c'est clair, on comprend donc que vous attendez être encadré par la loi, ne pas être en confrontation avec la loi de ce combat-là. Mais dans la suite de votre propos, vous avez dit aussi que dans peu de temps, on vous donnera des mots d'ordre précis. Et vous ne craignez pas d'être inquiété, et vous ne craignez pas que ces propos prennent à confusion quand vous dites qu'on vous donnera un mot d'ordre bien précis. C'est ma question qui est là. Merci. Yasmine Diego de Alerte Info. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'activiste qui a été arrêté. Dans vos propos depuis le début, vous ne faites que dire que vous voulez la paix, vous voulez la paix, vous voulez la paix. Mais quelqu'un qui attise quelque part à la violence et vous sous-entendez que ces propos ne sont pas à caractériser dans ce sens. Est-ce que c'est pas quelque part une manière d'influence, d'encourager cette violence-là? Ma deuxième question. Vous parlez de paix. Oui. Alors qu'on se retrouve avec un activiste qui incite les gens à la violence. Quel activiste? Lui qui a été arrêté hier. Ah bon, ok. Vous avez la vidéo, je peux donner. Oui, on a bien fait. Ok, d'accord. Donc, quelque part, est-ce que vous n'accusez pas en fait en parlant du fait que ce gars a été arrêté en fait? Est-ce que c'est pas soutenir ce qu'il fait? Ma deuxième question. Le PPACI ne va que parler de revendication. Jusque-là, on ne sait pas ce qu'il propose concrètement à la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. C'est l'expression de la liberté de presse et la démocratie. S'il vous plaît. Moi, c'est là non plus. Je suis là pour le canal de On s'écoute, s'il vous plaît. Attendez un peu. On s'écoute, s'il vous plaît. Merci. Ok, ma question est relative à l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis des régimes ivoiriens. Vous avez rappelé l'apartheid, qui était basé sur un système unique. Ça a été combattu par la communauté internationale. Vous avez aussi rappelé la ségrégation raciale. Ça a été combattu par la communauté internationale.
Vous avez dit que le système ivoirien repose aussi sur un système aberrant. Mais on n'attend pas la communauté internationale, on n'attend pas la voix de la communauté internationale vis-à-vis de ce système. Avec tout ce que nous constatons en Côte d'Ivoire comme Guinée. Quel commentaire faites-vous de cette attitude? Merci. Ok. Merci beaucoup. Alors, pour le premier intervenant, je dis qu'on nous accuse de ne plus parler de la Cour africaine des droits de l'homme, parce que depuis qu'elle a pris une décision qui nous est plus favorable. Mais nous, il y a longtemps, on n'en parlait plus, puisque le gouvernement n'en parlait plus. Pendant 4 ans, pendant 4 ans, même 5 ans, 2020 à 2027, il y avait une décision de la cette cour là avec des instructions claires qui n'ont pas été respectées par le gouvernement qui a même dit bon, d'ailleurs, moi je m'en vais, vous me fatiguez, moi je m'en vais. Comme un enfant gâté, je joue avec toi, je ne suis pas content, je m'en vais. Vous voulez que nous, on s'intéresse à ça? Nous, il y a longtemps, on ne parlait plus de ça. Pourquoi voulez-vous qu'on s'intéresse d'une affaire, le gouvernement lui-même, qui pendant 5 ans a produit des effets de droit qui n'ont jamais été respectés. Et la Cour elle-même, elle ne s'est jamais inquiétée pour ça. Donc la Cour, pour moi, elle s'est décrédibilisée pour le moment. On va parler d'une affaire de décrédibilisée. Donc, par ailleurs, dans les normes internationales, l'ONU est au-dessus de l'Union africaine. Ben, comme on n'a pas eu droit, on a attribué une cour qui a pris des décisions qui n'ont jamais été respectées. Après, on s'est dit, bon, le gouvernement va lui prise l'Union africaine. On s'est dit, au moins, il aura de respect pour l'ONU. Donc, c'est notre droit. Donc, on n'est pas content dans une juridiction, on s'en va à une autre. Donc, ça ne pose aucun problème. On a fait qu'exercer notre droit. Alors, voyez-vous, il y a beaucoup de choses que très souvent, nous, les intellectuels, nous confondons des confusions parce que nous ne faisons pas beaucoup de recherches. Guy Robert, il a fait un coup d'état ici. Il n'était pas président de la République. Il n'était pas élu. Encore, on lui a fait un coup d'état. Mais on a négocié avec lui. C'est lui qui a fait la constitution de 2000. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas président de la République que la constitution de 2000 n'était pas juste. Il faut faire la part des choses. Quel que soit le statut, que ce soit le pouvoir de fait ou le pouvoir de droit, quand nous faisons la politique, à partir de celui qui détient le pouvoir effectif, c'est avec lui qu'on négocie. Ça ne veut absolument rien dire en termes de légitimation ou autre. Sinon, on n'a jamais la constitution de 2000. Pourtant, cette constitution qui a permis à Ouattara d'être là où il était. Donc, le fait de négocier avec Ouattara pour le coup, dans le Rwanda, pas celui qui détermine, à cette période-là, le pouvoir effectif, ça ne veut absolument rien dire en termes donc d'une reconnaissance constitutionnelle ou alors d'une fonction constitutionnelle qu'on lui aurait donnée du fait que nous avons tiré tous aussi les leçons, les conséquences de cette situation et nous en vivons avec. Alors, quelqu'un dit ici, c'est notre ami de l'Aquili, que tous les Ivoiriens croient que la candidature de Donald Trump n'est pas validée. Moi, je ne suis pas Ivoirien. Parce que moi, je pense que le Conseil constitutionnel n'a aucune autre possibilité que de valider la candidature de Donald Trump. Nous n'avons aucune autre possibilité. On sait vous donner tous les éléments du droit. Alors, si vous les dites, d'ailleurs, vous êtes d'accord avec nous, on est plus dans l'état de droit. Parce que tous les éléments de droit qu'on vous les donner. Donc, nous ne sommes pas dans ça. On ne préjuge pas de la mauvaise foi des gens. Au PPACI, nous préjugeons toujours la bonne foi. C'est pourquoi nous agissons conformément à la loi, en espérant que ceux qui sont acharnés d'appliquer la loi vont l'appliquer de bonne foi.
C'est quand tu nous demandes que tu n'es pas de bonne foi, nous tirons les leçons, nous aussi, de ce que nous avons en face de nous, quelqu'un qui n'est pas de bonne foi. S'il n'est pas validé, qu'est-ce que nous ferons? Je crois que la conclusion est assez claire là-dessus. Chers amis, nous avons été clairs. Nous avons été clairs. Donc, personne dans ce pays ne peut nous faire poser la violence ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes des victimes de la violence depuis notre bataille. Ils sont assis. Dès qu'on fait les prisons ici, on met les mains. Nous sommes tous des anciens prisonniers. On ne les fait pas parce que nous voulons absolument le pouvoir. Le président Laurent Gbagbo n'a pas accepté ce supplice parce qu'il veut absolument le pouvoir. Il a fait pour que vous ayez le droit, un jour, le droit que vous avez aujourd'hui de poser une question à une autre personne qui peut donner une opinion contraire à ce qui se disait en ce temps. C'est-à-dire à Paris pour ce supplice-là. Juste à l'envoyer là où personne ne pensait qu'on pouvait envoyer un Africain pour envoyer un autre Africain là-bas. Il est revenu. Nous sommes les gens de la lutte. Nous sommes le fruit du combat politique. Nous n'avons jamais eu d'ajustement. Nous nous battons. La date de naissance. Alors, officiellement, sur les documents officiels du président Laurent Gbagbo, il est né le 1er janvier 1945. Les documents officiels du président Laurent Gbagbo. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Ok? Voilà. Il n'est pas l'hiver. Non, je rappelle que tous les documents officiels du président Laurent Gbagbo, sur son extrait de naissance du président Laurent Gbagbo, on a eu le même problème en 2018. Là, on a fait, je sais, le document officiel. En tout cas, c'est quoi? Ouagayo, c'est chez vous là-bas. La toute de Ouagayo qui a établi, où il a établi son état de naissance, a mis dessus qu'il est né le 1er janvier 1945. Il y a eu certainement une erreur, il n'a pas voulu faire un acte d'individualité, il a vécu avec, ce n'est pas nouveau, sur tous ces diplômes, c'est qui est mis là-dessus. Voilà. Ça arrive, il y a des situations comme ça, où on met l'état civil fait une erreur, la personne s'en accommode, et puis elle vit avec. On n'a pas besoin de faire un acte. Il est effectivement né le 31 mai 1945, mais à l'état civil, quand il avait établi l'état civil, je ne sais pas si vous l'avez avait un problème. Il a l'état civil avait un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Il a écrit le 1er janvier 1945. Le monsieur allait à l'école avec. Il a fait ses diplômes à l'école avec. Ce n'est pas maintenant qu'il va changer. Voilà. Parce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une erreur. En fait, ils sont faits. Il subit une erreur et il vit avec. Ok? En fait, vous pourriez vous faire un acte d'individualité, il faut répondre les diplômes, alors, nous ne savons pas quels sont les éléments constitutifs du dossier de la candidate Simone Veil. Nous supposons que le Conseil constitutionnel, elle a dû verser au soutien de son dossier une autorisation, soit du président Laurent Gbagbo lui-même, soit d'une décision judiciaire qui l'autorise à garder le nom. Ce sont les deux conditions. Dans le cadre d'un il y a eu des votes dans le pays, il ne fait qu'elle applique la loi. La loi dit ceci de façon simple que la femme, le principe, parce que une disposition légale, il y a un principe et puis les faits. Le principe, la femme en Côte d'Ivoire, quand elle divorce, elle perd automatiquement le bénéfice du nom de son époux. Exceptionnellement, elle peut demander
à son époux, à son ancien époux, de garder le nom s'il est établi que le changement de nom lui causerait un préjudice. J'explique simplement. La femme de Daniel Zélie s'appelle Daniel Zélie, elle est pharmacienne. Si sa pharmacie s'appelait pharmacie Danon, lui est dédié au Danon, et qu'effectivement, vous lui répondez une autre, vous venez changer le nom pour dire, comme évidemment, c'est pas le bon exemple, mais c'est bon, on n'a pas qu'à faire ça. On n'a pas qu'à faire ça. Mais, de façon claire, elle peut dire non, si je change le nom, il y a un préjudice sur mon commerce. Il demande donc à son époux, je vais garder le nom pour ne pas que j'ai un préjudice. Son mari donne une autorisation expresse. Si celui-ci refuse, elle peut saisir le conseil, le juge, et le juge dans ces conditions, vu les arguments avancés, peut obliger son mari à lui concéder le nom par une décision judiciaire, elle continue de porter le nom de son ancien mari. Nous supposons que le Conseil constitutionnel est à tout fait donné. Ce n'est pas à nous de nous prononcer là-dessus. Nous nous en tenons seulement à ce que la loi dit, et nous avons rappelé ce que la loi dit. Je suppose que le président a dû nommer un nom ou bien quelque chose, on n'en sait rien. Donc, pour le moment, mais que je peux vous dire, il appartient au Conseil constitutionnel de regarder dans son dossier et de décider en connaissance de cause. Le mot d'ordre qui n'a pas. On vous a dit tout à l'heure, notre parti est organisé. Nous, à l'exécutif, l'exécutif est là, le secrétariat, il a toute une structure, ils vont se réunir. Mais ce que nous disons est clair. Le président Laurent Gbagbo a donné les instructions claires le 16 août dernier. Lui, il a fait pour lui. Il a fait son travail. Le reste, là, ceux qui donc, nous qui demandent de faire en musique, c'est à nous que cela appartient. Ça nous que ça incombe. Et c'est pourquoi on vous a dit que la direction du parti vous donnera des mots d'ordre clairs par rapport à ça. Si pour cela, alors tout à l'heure, à l'info dit que le jeune homme a appelé, qui a été arrêté, a appelé. Non, c'est journaliste. Elle est là. Elle est là. Je vais voir. Je vous souhaite une très bonne carrière de journaliste. Vous avez décidé de faire cette carrière-là, elle est risquée. Mais ceux qui vous font courir le risque, ils justifient ça tous les jours. Vous savez combien de personnes ont été tuées, journalistes ont été tués dans la bande de Gaza? Mais ceux qui les tuent disent que c'est parce qu'ils estiment que ce sont des terroristes. Madame, quelles que soient les raisons, n'acceptez jamais qu'au nom de votre opinion, on arrête même le vôtre. Quelles que soient les raisons, madame. C'est un conseil pour vous. Parce que vous avez décidé d'être journaliste. Donc, d'avoir votre opinion. Et dans Côte d'Ivoire, l'opinion peut être tout ce qu'on veut. Mais arrêter quelqu'un pour son opinion, c'est contraire à la Constitution. N'acceptez jamais ça. Quel que soit le droit que vous pouvez défendre. Et qui nous unit, c'est la République. Et qui nous unit, c'est la République. Et j'ai été heureux que dès que je suis arrivé, les premiers journalistes qui m'ont accordé se sont inquiétés. Parce que c'est l'un des nôtres. Maintenant, qu'est-ce que le PPAC propose?
Voilà. Nous sommes le seul parti, c'est très jeune, mais depuis 90, le président Laurent Gbagbo, chaque 5 ans, fait sortir un programme qui met à la disposition des Ivoiriens. Je veux faire ça, 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 ça. C'est le seul. Voici, voilà, le programme du gouvernement. Dedans, il y a tout. Tout à l'heure, si vous voulez, vous allez vous quantifier. Il y a tout dedans. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'on en fasse avec l'infantilisation du débat politique. Et qu'on aille à la politique au lieu de nous retenir par des choses inutiles. Si nous n'étions pas en train de nous battre pour des choses inutiles, parce que quelqu'un veut absolument garder le pouvoir, nous serions peut-être sur nos plateaux en train de discuter de nos idées. Nous serions en train de faire ça là. C'est pourquoi nous nous battions. C'est pourquoi nous continuons de nous battre dans ce pays-là. Pour que vous, dans de notre âge, vous ne connaissez pas pourquoi nous faisons. Quelqu'un a parlé à ce monsieur. On est envoyé à la télé à 65 ans. Dans les pires conditions de la vie. Pour que vous soyez libre. Et qu'on fasse la politique autrement de ce pays. Sans la violence. Rien que dans les échanges d'idées. Donc, j'ai l'habitude de dire, c'est mon professeur, qui disait tout ça. La diplomatie ne s'occupe jamais des champs de foire. La diplomatie ne s'occupe pas des champs de foire. Attendez, les gens ils ont l'Ukraine, ils ont Gaza, ils ont Trump qui est en train de partir sur les deux avec ses armes nucléaires au dos. On ne sait pas à quel moment il va l'enlever l'une sur l'autre. C'est toi qui as un problème. C'est la façon dont tu abordes ton problème que la communauté internationale vient. Si nous sommes assis et que pour nous, bon, nous capitulons, oh, mais ils ont trop de choses à faire. Quand on n'a pas élevé la réfugiée, les États-Unis sont allés, et le monde a dit attention, ça c'est pas de l'autre côté. C'est la même chose. Il a fallu que Nelson Mandela et ses camarades en prison dans les conditions. Parce que les Noirs sud-africains ont refusé l'inacceptable, qui était légal. C'est pourquoi je vous dis tout ce qui est légal n'est pas juste. Tout ce qui est légal n'est pas juste. Parce que l'injustice dans le pays se construit toujours à partir des lois. Donc c'est légal. Mais ce n'est pas juste. C'est pas juste. Donc, sur la question de la communauté internationale, le comité des droits de l'homme a fait une recommandation très forte à l'État de Côte d'Ivoire. Et nous devons veiller à ce que l'État de Côte d'Ivoire affiche ça. C'est notre responsabilité. N'attendez pas la communauté internationale qui a déjà suffisamment de situations compliquées et dans une situation où elle se dit tout est normal. Si nous-mêmes nous admettons que tout est normal et que nous ne disons pas que tout n'est pas normal, mais eux ils diront que tout est normal là-bas. Donc c'est notre responsabilité, M. Dame. Voilà ce que je veux dire. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, vous savez, ça marche pas, tiens, mais... nous avons décidé de faire la marche. Et nous avons décidé de suivre quelqu'un qui est un cas pour nous de grande valeur.
Il a fait tout à fait Laurent Gbagbo, né de Français, maman, qui pousse beaucoup de Marguerite, Gadot. Cette équipe même qu'on combat et que nous sommes derrière. Parce que il nous a donné le groupe du combat qui va au-delà de nos propres intérêts immédiats. Notre pays est à la croisée des chemins. Il faut que nous mettions fin à la violence et à la terreur de notre pays. Nous n'avons pas d'armes et jamais nous n'en prendrons. Parce que ce pays nous est fait. Et jamais nous serons dans une activité à la nature. Parce que nous, elle ne pas toujours au bon résultat. Nous appelons toujours à parler. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est parce que nous connaissons nos forces que nous souhaitons ne pas avoir à la déployer de cette façon. Le monde a vu, entier a vu la foule de 9 août dernier. Le monde a vu la foule de 7 août dernier. C'est certainement peut-être moins qu'un dixième de la foule mécontente de la Côte d'Ivoire. Nous demandons qu'une seule chose, que le régime RDP écoute la voix étouffante, non d'avoir étouffé ce monde. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune force en nous qui soit au-dessus de la volonté de Dieu. C'est un conseil que je vais donner. Il y en a peut-être qu'on les lance. C'est un conseil qu'on les donne. La responsabilité de la paix relève Dieu. De la paix ne se fait pas toujours avec les armes. La paix avec les armes à ses ennemis. Eux d'ici, et je vais terminer par là, nous leur disons que la paix avec les armes a atteint ses ennemis en Côte d'Ivoire et le peuple leur a dit le 9 août, et leur a dit le 15 août. Nous leur demandons tout simplement d'endurer toutes les leçons.